Guillaume Bigot, il y a un livre qu'on ne peut pas rater, c'est pas du tout pour faire la promo, mais le fond nous intéresse. À chaque fois que Jérôme Fourquet sort un livre, c'est toujours un événement. Le prochain livre sort vendredi, il s'appelle La France d'après. En quoi est-il stupéfiant? Alors il va effectivement sans doute encore faire événement, mais beaucoup de choses sont déjà dans le titre, parce que la France d'après, l'auteur a déjà voulu souligner que cette France, eh bien, elle ne ressemble plus à la France d'avant, voire elle est méconnaissable, voire est-ce encore la France qu'on a sous les yeux finalement. Et comme vous savez, Jérôme Fourquet, c'est un sondeur, c'est quelqu'un qui fait des enquêtes, des études. Là, il y a beaucoup de statistiques, beaucoup de chiffres, beaucoup de cartes. Et il a comme ça scruté la France un peu sous toutes ses courbes et sous toutes ses cartes pour mesurer vraiment les mutations du pays. Et effectivement, les mutations qu'il pointe sont très impressionnantes. On revient sur la... Je vais tout vous dire. Non mais il faut le lire surtout, je vais vous donner vraiment peut-être l'envie de le lire, j'espère. D'abord, il y a cette américanisation qui est très profonde. Pour mesurer à quel point ça a bouleversé complètement le pays, il dit, bon, on le sait, le fait de donner des prénoms anglo-saxons, c'est un signe d'appartenance aux couches populaires. Mais quel chemin a été parcouru? La classe ouvrière en France était tenue par le Parti communiste qui luttait contre l'influence américaine, contre ce qu'ils appelaient la coca-colonisation. Et maintenant, à l'Assemblée nationale, pour la première fois, il y a 2 Kevin qui ont été élus. Kevin Pfeiffer de la Moselle, député de la Moselle, Kevin Mauvieux, député de l'Eure, au nom d'un parti qui est dirigé par un certain Jordan Bardella. Voilà, parti dans lequel il y a beaucoup, ce qui reste de la classe ouvrière et des employés qui votent. Ensuite, cette influence de l'immigration, cette influence notamment de l'islam, si on parle de l'influence du communisme et des banlieues rouges, il faut regarder ce qu'il en reste. Vous savez, la banlieue rouge, c'est la ceinture de villes ouvrières qui était contrôlée par le Parti communiste. Alors, on va là-bas, effectivement, Jérôme Fourquet le dit, la topographie des lieux, il y a toujours des collèges, lycées Gagarine, il y a toujours des avenues Pablo Neruda, mais il y a des magasins halal partout, en fait. Et donc, le Parti communiste, il contrôle plus rien. Il y a 27 permanences du Parti communiste, je crois, et il dit qu'il y a 82 mosquées dans ces banlieues rouges. Donc, elles sont finalement méconnaissables. La déchristianisation, modification profonde, totale. Il prend des indicateurs qui sont très sioux, en quelque sorte. Il prend une mesure qui est celle du parti animaliste. Il dit partout où le parti animaliste fait des scores, ça prouve qu'il n'y a plus aucune pratique religieuse, que les gens ne vont plus du tout à la messe. Pourquoi? Parce que pour les religions judéo-chrétiennes, même l'islam, évidemment, l'homme est créé par Dieu, est au-dessus de l'animal. Donc voter pour le parti animaliste, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune christianisation, et ça se mesure. C'est pas des choses qu'il lance en l'air, il l'étaye. Donc c'est très précis, c'est très factuel, c'est très éclairant, c'est très malin aussi, parce qu'il ne se contente pas de ces chiffres, de ces cartes. Il fait parler les chiffres, il fait parler les cartes. Dans la meilleure veine d'ailleurs de la science politique française, ou même de la géographie politique française, il se réclame d'ailleurs de la filiation d'André Siegfried avec son classique de la science politique, le tableau politique de la France de l'Ouest de 1913. Et André Siegfried aussi, il faisait parler les cartes et les chiffres. Alors prenons un exemple. Il dit, regardons la carte, il y a quelque chose qui est très étonnant, c'est que entre, disons, les montagnes de l'Ariège et le Vercors, c'est-à-dire au piémont des Pyrénées, au piémont des Alpes, sur la façade méditerranéenne un peu en retrait dans cette zone montagneuse, il appelle ça la diagonale du mat. Le mat en occitan, ça veut dire la personne qui est très énervée. Parce que dans cette région-là, curieusement, c'est le record absolu en France des gens qui ont refusé la vaccination. Et il fait parler les chiffres, parce que ça veut rien dire pourquoi. Alors il tire le fil, il dit d'abord, on voit bien que c'est les mêmes gens qui étaient prêts à donner un score très élevé à José Bové en 2007. C'est les mêmes. Et c'est la trace nésique de tas de familles un peu babacool qui ont été élevées, vous savez, des moutons là-bas dans le coin, et qui ensuite, leurs enfants ou eux, se sont adonnés à l'agriculture biologique. Et on en voit là la trace dans le refus de la vaccination. Et il dit, mais en fait, ça va encore plus loin. Et là, il mobilise vraiment l'histoire. Il dit, mais c'est un terreau extrêmement contestataire. Des cathares au maquis du Vercors, c'est des gens qui n'ont jamais été contents finalement et qui ont toujours été en opposition. Jérôme Fourquet étant d'abord un sondeur, j'imagine qu'il aborde aussi les effets politiques des bouleversements sociologiques qu'il décrit. Oui, c'est vraiment quelque chose de très intéressant quand on est politologue d'avoir cet éclairage-là. Il dit finalement, ces glissements de terrain sociologiques qui ont pris des dizaines d'années, des décennies, qui sont des glissements de terrain profonds, l'effet de l'immigration, l'effet de la déchristianisation, l'effet de l'américanisation, l'effet de la construction européenne, tout ça a fait bouger les choses et d'un seul coup, ça, un peu comme dans les tremblements de terre, ça a fait apparaître effectivement un décor politique absolument nouveau. Et ce qu'on a pris pour un accident
en 2017, c'est-à-dire l'avènement d'un homme à peine connu qui se réclame ni de la droite ni de la gauche et qui disrupte le système. Cet accident de 2017, c'était pas un accident. En fait, cet accident de 2017, il reflète un changement qui a pris du temps, mais qui est bien là et qui est là pour durer. Et cet accident, en fait, c'est un avènement. C'est l'avènement, y compris d'un monde nouveau politique, qui traduit ces modifications sociologiques. Et cet avènement, il s'est confirmé par sa réélection en 2022. Et donc, dans ce nouveau décor à peine, on reconnaît à peine, on voit bien que ce qu'on appelait les partis de gouvernement, les ex-partis de gouvernement, la droite, la gauche, si on cumule leurs scores, le score de Mme Hidalgo et le score de Mme Pécresse, bon, effectivement, ce n'est pas nécessairement des championnes, elles n'ont pas nécessairement bénéficié d'un charisme personnel ou d'un talent oratoire particulier, mais enfin, en tout cas, leurs deux scores additionnés, 6,5%. Et elles représentent les deux partis qui dominaient la France au cours des 40 dernières années. C'est quand même assez fascinant. Évidemment, ça fait éclater le clivage droite-gauche traditionnel, évidemment, et ça laisse apparaître trois blocs, c'est-à-dire le bloc RN et ses alliés identitaires patriotes, le bloc qu'ils appellent, entre guillemets, l'extrême droite, le bloc Renaissance et ses alliés, et évidemment le bloc LFI avec ses alliés, c'est-à-dire la NUPES. Trois blocs dans lesquels une grosse partie de l'électorat se reconnaît pas vraiment, d'ailleurs, il y a quand même un abstentionnisme très fort. Trois blocs qui sont incapables de s'allier entre eux, trois blocs qui se détestent cordialement, et trois blocs finalement qui rendent la France pratiquement ingouvernable. Et donc on en revient à son concept qui est la France archipélisée, la France éclatée, une expression qu'il a rendue célèbre. Et c'est la raison pour laquelle il s'inquiète de cette France qui n'a plus grand-chose à se dire. Peut-être qu'elle va se taper dessus. C'est pour ça qu'il avait utilisé le concept de décivilisation à Norbert Elias, qu'il avait soufflé à Emmanuel Macron, qu'il a repris, cette décivilisation. Effectivement, on se demande si la France ne va pas se taper dessus demain. Guillaume Bigot, on va continuer justement sur le livre de Jérôme Fourquet, passionnant livre d'après. Non pas pour la forme, mais pour le fond. Il dit par exemple que la France est méconnaissable. En quoi la France est-elle méconnaissable? Êtes-vous d'accord avec ce constat? Alors, c'est surtout... Il se dresse ce constat pour dire que les cartes politiques, finalement, les cartes électorales, elles ne fonctionnent plus. Moi, je suis assez d'accord avec lui, complètement d'accord même avec lui, pour dire qu'il n'y a plus ce grand récit fédérateur et que les morceaux qu'il repère, là, d'archipéliser la France éclatée façon puzzle, elle ne peut plus être cimentée, elle ne peut plus être collée pour l'instant. Donc oui, il y a un risque de pourrissement, il y a un risque de désaffection, il y a un risque même de violence. C'est la formule de Gramsci, le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans le clair-obscur surgissent des monstres. On en est là et Fourquet a absolument raison. Mais je suis beaucoup plus sceptique, disons, avec cette idée de les cartes politiques traditionnelles de la France ne marchent pas. Voilà, la carte traditionnelle de la France politique, c'est-à-dire que tout le 19e siècle, une grande partie du 20e siècle, vous aviez deux France, grosso modo deux France. La France, disons, du granit, comme dit l'autre, qui produit du curé, la France de l'Ouest, la France inégalitaire, la France monarchiste, la France catholique, la France un peu de droite, beaucoup plus de droite d'ailleurs que de gauche. Et de l'autre côté, on a une France égalitaire, la France laïque, la France des instits, la France du calcaire, la France... républicaine, qui est la France de la façade méditerranéenne, du nord, du bassin parisien. Voilà. Ça, c'est le truc assez classique. La France, d'ailleurs, on va dire autoritaire et égalitaire, elle a produit la Révolution, c'est vrai, elle a aussi produit Bonaparte, elle a aussi produit De Gaulle, et elle a aussi produit le Parti communiste et l'alliance entre les deux. Et en fait, si on prend la carte électorale, effectivement, par exemple, du vote Front Populaire en 1936, c'est très net, vous voyez, c'est deux France. Alors, mais, on les montre à l'antenne. Voilà, par exemple, très clair, expliquez-nous un petit peu. La carte qui est vraiment ultra colorée, désolé pour les téléspectateurs, elle est peut-être un peu trop colorée, c'est pas un test optique. Expliquez-nous. Oui. Là, vous avez du rose, vous avez du rouge, vous avez du jaune et du orange. Là, c'est ceux qui ont voté en faveur du Front Populaire. Et là où vous avez le bleu, c'est des gens qui ont voté contre le Front Populaire, donc c'est la fameuse France, disons, monarchiste, catholique, etc. Eh bien, regardez le vote orange, c'est le vote en faveur d'Emmanuel Macron, et ça correspond pas complètement, mais plutôt pas mal, en réalité. Sur la carte de gauche. Sur la carte de gauche, parce que le gris, c'est le vote en faveur de Marine Le Pen, qui correspond peu ou prou quand même assez, je trouve, au vote en faveur du Front Populaire. Donc si vous prenez la carte, par exemple, du référendum de 2005, ou effectivement cette carte que vous avez sous les yeux, orange et grise, du deuxième tour des présidentielles de 2022, moi, je pense qu'on voit toujours, derrière les grandes transformations pointées par Jérôme Fourquet, on peut reconnaître les deux France, entre guillemets, qui sont toujours là. En fait, le breuvage est le même, mais les étiquettes ont complètement changé et donc on ne comprend plus rien. Les étiquettes sont trompeuses, elles sont incohérentes. Quelques exemples. Ceux qui représentent la France des notables, c'est-à-dire la France du statu quo, de la conservation,
anciennement France catholique, monarchiste, etc. Aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus de catholicisme, mais il est très faible. Et donc, eux, ils défendent la construction européenne, ils défendent l'ouverture des frontières, ils défendent les migrants, ils défendent la lutte contre le CO2. C'est leur nouvelle religion et ils sont pour l'ordre établi. Ils sont pour conserver les choses. Et donc, les gens qui sont conservateurs, souvent, ils se présentent comme progressistes. EELV, ils sont complètement dans cette ambiance. Mais pourtant, ils se présentent comme ultra de gauche, ultra progressistes, etc. Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, se présente comme de centre-gauche. En réalité, il est au cœur d'un système de conservation et de statu quo, conserver les privilèges. Donc c'est la France de l'Ouest. Inversement, on voit bien que la place du Parti communiste, elle est complètement occupée par le Rassemblement national. Donc c'est complètement le monde à l'envers, d'une certaine façon, puisque le Rassemblement national se prétend de droite. Moralité de l'histoire, vraiment tout est absolument incompréhensible dans ce nouveau monde. Ce qu'on peut conclure, à mon avis, c'est la conclusion, c'est que si vous cherchez à reproduire la gauche et la droite de l'ancien monde, je pense que vous ne faites que conforter l'ordre établi. Et Mélenchon prétendait tout bouleverser. Finalement, il a fait réélire le président de la République, donc l'ordre établi. Et on peut considérer aussi que si on essaye finalement de promouvoir une politique de droite à l'ancienne, on va déboucher sur une mélonite. Voilà, c'est-à-dire qu'on va tout changer pour ne rien changer. La France d'après vous fait peur ou pas, à vous ? Oui, parce que ces mécanismes de recomposition, ce qu'il appelle le grand récit fédérateur, ça peut prendre beaucoup de temps avant d'émerger. Et tant que ça n'a pas émergé, je pense que la France est effectivement en danger de se disloquer dans la violence. Merci pour votre regard, Guillaume Bigot, et pour votre analyse.